Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui le 19e anniversaire de l'assassinat de Abdelkader Hachani, Rabbi yarhamou. Il a été victime d'un assassinat télécommandé par cette force noire qui faisait éliminer quiconque se mettait en travers de sa route, en travers de sa prise du pouvoir, par un coup d'État qui avait annulé les seules élections vraiment démocratiques depuis l'indépendance du pays et qui avait donné la victoire au fils, Front islamique du salut. Hachani, Rabbi yarhamou, voulait la paix, la négociation avec toutes les forces vives. Il refusait le diktat de l'armée, des putschistes, des forces actionnées par des puissances étrangères. Mais malheureusement pour lui, malheureusement pour l'Algérie, les putschistes voulaient la guerre. Et leurs alliés, qui s'étaient proclamés démocrates, ne voulaient ni de la paix avec les islamistes, ni que ceux-ci puissent être représentés par de vrais démocrates, à l'instar d'Abdelkader Hachani. La khutba était donc dite, il fallait éliminer Hachani après lui avoir fait subir tant de souffrances dont nos invités vont nous parler, je l'espère. Nous voulions vous faire écouter un texte écrit par Sadr Sallam et Fatiha Talahit en décembre 1999 qui avait été proposé au Monde et à Libération. Malheureusement, ce travail n'est pas prêt, nous ne pouvons pas vous le présenter. Je rappelle que ce texte, vous pouvez le voir sur Algeria Watch. C'est un texte très intéressant à lire absolument. Nous allons donc recevoir nos invités. Avec nous ici sur le plateau, Nordin Aoussat, écrivain, conférencier, universitaire. Merci d'être avec nous, Nordin Aoussat. Merci, c'est Jamaldine. Merci. Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci, Saïd, d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, Jamaldine. Alors, au téléphone, nous aurons Sadr Sallam au téléphone. Badr ad-Din Gerfa. Sadr Sallam est écrivain et historien. Il anime lui-même une émission sur l'histoire sur Al-Magharibiya. Badr ad-Din Gerfa, cadre du fils. Farhat Maghlaoui, cadre du fils. Est-ce que Sadr Sallam est avec nous? D'accord. Très bien, merci. Alors, Nordin Aoussat, que représente pour vous la figure d'Abdelkader Hachani, Rabbi yarhamou? Comme ça, si je vous demandais en quelques mots de nous définir le personnage et les conditions de son apparition sur la scène publique politique et son assassinat, qu'est-ce que vous nous diriez? Je dirais, premièrement, pour commencer, te remercier, Si Jamaldine, pour cette émission. Merci. Que les jeunes. C'est une couverture spéciale qu'anime Al-Magharibiya dans les trois chaînes. Très bien. Donc, cette couverture, au moins que les jeunes qui ont la trentaine aujourd'hui et qui avaient à peu près 10 ans à la mort, Allah yarhamou, de Sidi Abdelkader Hachani, se souviennent que l'Algérie ait produit un jeune comme Abdelkader Hachani, ce qui me permet de faire la transition. Abdelkader Hachani représente déjà le produit de l'Algérie indépendante. Parce qu'il a fait toute sa scolarité. Il est né en 1956. Voilà, 56, donc à l'indépendance. Il était ingénieur pétrochimique, je crois. C'est comme ça qu'on dit? Voilà, on dit. Donc en 62, il avait 6 ans, il a fait l'école déjà, donc sa première année scolaire. Donc il a fait dans l'école algérienne. Il est monté, comme tu viens de le préciser, ingénieur dans une filière qui représentait l'espoir de l'Algérie, le pétrole, cette ressource que tant d'Algériens voulaient vraiment puiser la force de l'économie algérienne. Donc il présentait déjà ça. Donc le produit de l'école algérienne, donc un enfant du peuple, donc qui arrive jusqu'à ce niveau de la scolarité ingénieur formé à l'Institut, je pense, à l'IAP de Boumerdès. Voilà. Et donc déjà ça.
Deuxièmement, Abdelkader Hachani représente donc cette double culture. Donc il était bilingue, Oui. donc français, arabe, musulman, avec une culture mondiale, culture générale. Donc il se connaît dans la politique. Et troisièmement, l'espoir. L'espoir. Parce que des jeunes comme Abdelkader Hachani, on ne peut plus produire aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus l'espoir. Pour que quelqu'un laisse son travail d'ingénieur, il peut gagner bien sa vie, tranquille, et gravir les échelons et terminer cadre. Non, il a laissé son travail pour s'investir dans la politique. Mais il démentait un peu par son attitude et par son discours politique ce manichéisme des éradicateurs qui considéraient qu'il y avait les démocrates d'un côté et les islamites de l'autre. Lui était réellement très démocrate, beaucoup plus démocrate que ceux qui ont appelé à l'interruption du processus électoral, par exemple. Absolument, absolument. Et la preuve est là, c'est que malgré toutes les violences, malgré toutes les pressions qui poussaient à la violence et malgré toutes les souffrances qu'il a subies lui-même dans sa chair, dans sa dignité, et il est resté ferme pour la voie pacifique, la voie loyale, la voie politique, pour le changement de la société. Donc il représentait tout ça à la fois, que du positif. Alors, Sadr Selem est avec nous. Sadr Selem, merci de nous avoir rejoints. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Sadr Selem, d'abord, parce que, comme vient de le dire Nordin Aoussat, au moins 80%, allez, soyons généreux, 80% des Algériens ne connaissent pas cette période. Ou du moins, ils avaient 10 ans, 15 ans à cette période-là. Ils ne connaissent ni les noms, ni les circonstances, ni la tragédie en elle-même. Et donc, ce serait bien de faire un peu d'histoire, j'allais dire. À ce moment-là, Hachani était en liberté au moment, je veux dire, juste avant les élections, les fameuses élections. Et les autres leaders du fils, Ali Belhaj, Abbasi Madani et les autres, étaient en prison, il faut le rappeler. C'est Abdelkader Hachani qui a réussi à mener de front 2 combats. Un combat contre les propres siens, contre certains salafistes qui ne voulaient pas aller aux élections, qui disaient les élections kofr, et un combat contre le régime qui faisait tout pour faire capoter ces élections parce qu'ils avaient peur que le pouvoir ne puisse leur échapper. Est-ce que vous pourriez d'abord nous parler de cette période-là où Hachani a non seulement réussi à faire gagner le fils, mais aussi à convaincre beaucoup de gens à voter pour lui, à lui faire confiance, enfin pour sa formation, pour le fils? Oui, il a montré qu'il était un véritable démocrate dans la mesure où il s'en est remis aux électeurs. À un moment où beaucoup d'analystes, à la suite du découpage électoral et de la loi électorale sur mesure, ne croyaient pas beaucoup au succès du fils. Donc, il a admis que la démocratie, c'est d'abord l'acceptation des probabilités. Et c'est une manière de rompre avec la culture mécaniste du parti unique où on est sûr des résultats quelques semaines à l'avance. Et il était évidemment combattu par une minorité utilisée par les éradicateurs pour dire que tous ces gens-là sont contre la démocratie, et quelques déclarations malheureuses sont encore utilisées jusqu'à nos jours, ce qui fait que le fils, à l'époque, a commencé par perdre la bataille de la communication, dans la mesure où tous les médias étaient conditionnés pour répercuter telle déclaration à l'emporte-pièce de quel orateur de mosquée qui n'avait pas une grande culture politique. Et jusqu'à maintenant, il manque au moins un grand livre pour dire ce qui s'est passé à l'époque, à la lumière des révélations que nous avons eues. Donc, à l'époque, il y avait une réaction qui pouvait être compréhensible de la part des modernistes, qui avaient peur d'un discours religieux et qui menaçait de remettre en cause leur liberté. Alors, Hachani, c'est celui qui a tenu compte
Et il a considéré que le meilleur moyen d'intégrer un mouvement islamiste dans la vie politique, c'est par les urnes et par rien d'autre. C'est en cela que c'est un musulman démocrate, comme on parle de chrétiens démocrates en Europe. Mais Sadr Sillam, oui. Pourquoi ce régime qui était spécialiste dans les, comment dirais-je, les commandites d'assassinat, un peu comme avec les tueurs à gages, hein, on envoie un contrat contre quelqu'un, pourquoi ce régime a-t-il fait assassiner Hachani et des gens comme Hassani et a-t-il soigneusement évité de faire assassiner d'autres islamistes, salafistes, autrement plus virulents, autrement plus inquiétants, autrement plus, j'allais dire, intolérants, irréductibles? Pourquoi avoir choisi de faire tuer les plus modérés, les plus paisibles des islamistes? Parce que les autres arrangeaient la propagande des anti-démocrates. Par des déclarations à l'emporte-pièce qu'on amplifiait, qu'on médiatisait à outrance. Alors que Abdelkader Hachani, par son comportement, son discours, sa double formation dont il a été question, prouvait exactement le contraire. Et c'est la raison pour laquelle, moi je me souviens, j'étais à Alger à ce moment-là, pendant la dizaine de jours qui a suivi les élections. J'ai vu... Nous vous rappellerons tout à l'heure, vous avez demandé à ce que nous puissions vous rappeler parce que vous êtes loin. Nous allons vous rappeler avant la fin de l'émission pour d'autres questions. Merci d'avoir été avec nous. Saïd Daknin, nous allons regarder quelques images, puis j'ai une question pour vous. تأتي حينذاك جبهة الإنقاذ وزعيم زعمائها الرئيس عباسي مدني رئيس الحزب هو من مجاهدي جيش التحرير الوطني ومن تربية جبهة التحرير الوطني وعرفوا يمتصوا الغضب الموجود في الساحة حتى في جدال مع أحد من القادة نتاع جبهة الإنقاذ نتكلموا كإخوان متحضرين لأن عندنا صداقة يعني وأنا أتعاطف معهم شخصيا نقولوا ماناش متفقين أنت جبهة الإنقاذ وأنا جبهة التحرير لكن في حاجة متفقين أنا وياك هو إسقاط النظام الاثنين نريد إسقاط النظام إذن الحزب ماهوش مبني على عقيدة مبني على بؤر نتاع غضب تاع جراح موجودة عند الناس وضروري أن نقول رسميا أنه انتصر في الانتخابات البلدية وانتصر كمان في الشوط الأول نتاع الانتخابات التشريعية. كادر اسماعيل العمالي مور décédé de toute façon. Ismaël Amali, décédé. Il a encouragé certains chefs terroristes à rester sur place et à le soutenir. Enfin, ça se dit pour Madani Mzrak, notamment. Oui. Madani Mzrak, on dit que parce que c'est avec lui qu'il a signé la... Comme par exemple Khada Belchiha qui était au Nourani. Ah, c'est des Belabès. C'est Belabès, il travaillait avec le service. Moi, j'ai vécu cette histoire. Je l'ai vécu. Alors, Saïd, on vient d'écouter Bouteflika qui vient de dire reconnaître la victoire du fils. Et il dit même qu'il voulait un peu s'allier le fils pour pouvoir combattre ensemble ce régime, dit-il. Hein. Mais après, vous avez entendu le général Ben Hadid qui reconnaît publiquement dans une interview que des émirs islamistes étaient sous les ordres des généraux. Il donne même un nom, il dit Ben Chiha de l'Ouest. D'ailleurs, on va le réécouter, puis je vous pose la question. Ben Chiha de l'Ouest qui était sous les ordres du général chef de région. Il le dit comme ça. On le réécoute. Kadr Ismaël Amali, il est mort, décédé de toute façon. Ismaël Amali, décédé. Il a encouragé certains chefs terroristes à rester sur place et à le soutenir. Enfin, ça se dit pour Madani Mzrak.
notamment. Madani Mzrak, on dit que parce qu'avec lui qu'il a signé la. Comme par exemple Qada Berchiha qui était au Nourani. Ah, Sidi Bel Abbas. Il travaillait avec le service. Moi, j'ai vécu cette histoire. Je l'ai vécu. Alors, un général opérationnel à l'époque, qui dit ça, des officiers du DRS qui ont quitté l'Algérie, des hommes d'honneur qui ont déserté et qui ont dénoncé ce qui se passait, des centaines de témoignages, des enlèvements en plein jour effectués dans les villes par des forces de sécurité, 20 000 personnes disparues, 250 000 morts qui n'ont pas pu être tués par des grappes de terroristes. Il fallait une armée pour tuer autant de gens. Et ce sont des chiffres qui ont été reconnus par Bouteflika lui-même. Nous savons tous toute la manipulation, le terrorisme pédagogique, comment ce DRS faisait assassiner des intellectuels, des journalistes, des hommes qui étaient aimés par la population, comme Abdelkader Al-Loula, Hasni, pour monter, pour retourner les populations contre ces islamistes-là. Il a tout fait, ce régime, et aujourd'hui, avec le recul du temps, on le sait. On le sait, ce que valent ces sauveurs de la République. Or, comment expliquez-vous ça, Saïd Aknin, que malgré l'évidence, malgré l'outrance des événements, malgré le bricolage de ces gens qui n'ont même pas assez de professionnalisme pour ne pas laisser de traces, aujourd'hui, la plupart des gens pensent que ce sont les islamistes qui ont provoqué la violence, que ce sont les islamistes qui ont violé la loi, qu'ils n'ont pas été privés d'une victoire légale, légitime que leur a accordé le peuple, que les élections étaient truquées, et des tas de choses. Et vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que les éradicateurs sont plus forts que jamais, plus présents que jamais, plus virulents que jamais. Comment expliquez-vous ça, Saïd Aknin? Avant de répondre à votre question, d'abord, je rends hommage à l'homme politique qu'il fut. Moi, je dirais, dans la continuité de ce que vous avez dit, et j'ai lu avec beaucoup d'émotion le sublime article qui a été écrit par Sadr Selem. Où j'étais frappé par une phrase: le meurtre politique fait partie des lois non écrites de l'éradication. Oui. À travers Hachani aussi, je rends hommage à tous ceux qui furent assassinés depuis l'indépendance confisquée et même avant. Un espoir trahi, une Algérie trahie, pour voir, pas loin que ça, le mois dernier, me semble-t-il, ou la semaine dernière, un homme politique de premier ordre, entre guillemets, venir en France pour qualifier les chouhadas de mort. Un traître comme celui-là ne mérite pas d'être cité dans une assemblée aussi honorable que celle d'aujourd'hui. La deuxième des choses, c'est demander vérité et justice, car l'impunité est un levier de pouvoir entre les mains du pouvoir. Vérité et justice, parce que c'est au nom de cette vérité que nous allons non seulement faire le deuil, mais pouvoir avancer pour ne pas refaire un certain nombre d'erreurs. Hachani est un homme politique. Non mais Saïd, d'abord ma question. Comment expliquez-vous que le discours éradicateur qui tend à faire passer les islamistes pour des bourreaux et les généraux pour des victimes, j'allais dire, qui ont complètement altéré les faits, qui les ont transformés. Comment un tel discours a-t-il pu passer? Et comment aujourd'hui les gens, moi je ne suis pas islamiste, je suis loin de l'être, moi je les ai combattus et je continue à ne pas croire en cette mouvance. Je crois que c'est une impasse politique, mais je reconnais qu'ils ont été élus par le peuple, je reconnais qu'ils ont été victimes d'oppression, de persécution, qu'on les a forcés à monter au maquis, qu'on les a envoyés dans les camps du Sud, qu'on les a torturés, qu'on les a tués sur le bord des routes, qu'on les a violés. Pourquoi je ne le reconnaîtrais pas? Pourquoi, d'une manière générale, nos compatriotes n'arrivent pas à ouvrir les yeux sur ça? Avant de répondre, je récuse un certain nombre de concepts. Islamisme, moi je parle plus de conflit d'ignorance. Mais nous allons peut-être un jour parler d'un certain, parce que la première des dissidences, c'est la dissidence des concepts. Parlons-en de christianicisme. C'est bien facile. Oui, mais l'islamophobie, c'est un autre débat. Parce que nous avons 6 invités et très peu de temps, donc il faut aller
il est vrai, Djemeldine, il est vrai, les putschistes ont réussi. Oui. Ont réussi l'arrêt du processus électoral que les gens honnêtes aujourd'hui, les gens intègres, y compris un certain nombre parmi eux qui, dans les années 90, utilisaient tous les sobriquets pour qualifier les deux leaders de ce parti. Et en 99, on dit finalement on préfère Ali Belhadj à Toufiq, au DRS, ainsi de suite. Et il est vrai qu'ils ont réussi à tuer 200 000 personnes, à faire disparaître 20 000 personnes. Il est vrai qu'ils ont réussi à faire déplacer 100 000 personnes. Et chacune de ces personnes, 1 million de personnes. Et chaque personne est un empire. Et chaque personne est un empire de tragédie. Parce que non seulement un déplacement, mais c'est tout un ensemble de choses qui s'ajoutent. D'abord un travail, ensuite le toit, ensuite ce qui a créé un certain nombre de fléaux sociaux. La dispersion des enfants. Bien sûr qu'ils ont réussi à créer d'ailleurs un fleuve de sang entre eux et le peuple algérien. Bien sûr qu'ils ont réussi à travers leurs moyens de propagande d'inverser les rôles, de faire du bourreau la victime et de la victime le bourreau. Bien sûr, mais ils ne l'ont pas fait tout seuls, Djemeldine. Oui, c'est vrai. Les sauveurs de la République, il y avait les chars, mais il y avait aussi leur bras journalistique. C'était rare, ces journalistes auxquels on rend hommage aujourd'hui. On doit les citer parce qu'ils étaient porteurs de vérité, que ce soit dans le pays, que ce soit à l'extérieur du pays. C'était peu ceux qui disaient la vérité. Les hommes politiques aussi, ils étaient peu ceux qui relayaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans les calculs et ils n'étaient pas dans une construction et la vente de soi. Et puis la mort était lâchée contre quiconque sortait. Pour les putschistes. Je comprends la peur, mais parfois il faut avoir un minimum de courage comme celui qu'il a eu Habib Souaidia pour en témoigner. Parce que lui, il a cassé la chape de plomb. Lui, il a lancé une dynamique. Bien sûr, il y avait le bras journalistique, mais il y avait aussi le bras intellectuel. Le bras intellectuel qui était piloté ici en Europe par qui? Par BHL et ses compagnons, qui aujourd'hui, on retrouve parfois certains lui faire la cour pour qu'il leur ouvre des trucs médiatiques, ainsi de suite. C'est par intérêt et non pas autre chose. Bien sûr qu'ils ont réussi de tout ça. Certains de ces intellectuels, qu'est-ce qu'ils disaient? On ne fait pas la guerre avec des gants blancs. Certains de ces intellectuels, regardez la lâcheté où elle arrive. Certains de ces journalistes, qu'est-ce qu'ils disaient? On ne fait pas la guerre avec des gants blancs. On fait la guerre contre son frère, on tue son frère, on tue sa mère, on tue son fils, on tue son voisin, on tue son cousin. Voici la situation où a été arrivée l'Algérie, faute des putschistes et seul responsable du début du marasme, bien que les gens militarisés, il y avait les fondamentalistes et il y avait la violence de l'État. J'ai envie de vous parler de quelque chose d'autre aussi. Gardez-le, ne l'oubliez pas, je vais revenir à vous dans un moment parce que je suis obligé de faire un tour de... Rappelez-vous bien ce que vous allez nous dire. Je reviens à vous dans un petit moment. Badr Eddine Guerfa, vous êtes avec nous? Oui, c'est vrai. Badr Eddine Guerfa, vous êtes cadre du FIS. Vous refusez de dire ex-cadre du FIS parce que vous considérez que la dissolution de votre parti est illégale, illégitime et que pour vous, le FIS est toujours présent. Est-ce vrai? Oui, absolument, absolument. Mais très sincèrement, Badr Eddine Guerfa, avant d'en venir au sujet, le FIS aujourd'hui, il n'y a que ce sigle, le FIS. On n'entend plus parler de votre formation. Permettez-moi d'abord, permettez-moi d'abord tous les morts algériens morts pour la cause de l'Algérie. Et je vous dirais que le FIS est là. Pour moi, il est là. Il est dans le peuple. Et les conditions pour que revienne le politique et la politique ne sont pas réunies en Algérie, ni pour le FIS, ni pour les deux partis légaux. Voilà ce que j'ai pour le moment. Alors, pour en revenir à Abdelkader Hachani, que représente pour vous, cadre du FIS, feu Abdelkader Hachani?
Rahimahullah Abdelkader Hachani, or, permettez-moi de dire, et que vous avez tout à l'heure souligné que pratiquement 80% des jeunes Algériens peut-être ne connaissent pas qui est Abdelkader Hachani. Pour nous, c'était un homme de paix, musulman, instruit, cultivé, très lucide, et qui refusait toutes les manipulations, et qui connaissait parfaitement le contour d'un état de droit ferme et authentique, où l'alternance politique et la confrontation des idées et des programmes permettraient l'émergence de compétences qui construiraient l'Algérie. Malheureusement, ce genre de profil n'était pas dans les calculs de ceux qui gouvernent l'Algérie. Abdelkader Hachani, pour nous, c'était un rêve, voir un jeune Algérien de 35 ans, ingénieur en pétrochimie, comme le disait votre invité, avec une double, une triple culture, qui avait la possibilité d'ouvrir la voie aux jeunes en prenant la tête du... Il y a un souci de téléphone, je vous laisse avec la régie pour essayer de régler ce problème. Et j'aimerais parler à M. Fouad Lemouchi. Vous êtes avec nous, Fouad? Fouad Lemouchi. Est-ce que Fouad Lemouchi est avec nous, s'il vous plaît? On va essayer de le retrouver. Farhat Mghlaoui, est-ce que Farhat Mghlaoui est avec nous? Farhat Mghlaoui? Farhat Mghlaoui, Farhat Mghlaoui, marhaba bik, merci d'être avec nous. Je vous remercie, Jamal, pour votre invitation. Merci. Et je vous dis salam alaikum, vous et tous vos invités, ainsi que les téléspectateurs. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Farhat Mghlaoui, nous fêtons donc aujourd'hui nous commémorons aujourd'hui le 19e anniversaire de l'assassinat de Abdelkader Hachani. Est-ce que vous l'avez connu, Farhat Mghlaoui? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abdelkader Hachani, oui, je l'ai connu. Je l'ai côtoyé. Bon, je ne l'ai pas connu du temps de la mouvance islamique avant le multipartisme. Je ne l'ai pas connu avant. Donc, je l'ai connu à l'aube de l'ouverture démocratique avec la création du FIS. Alors, je l'ai côtoyé et on a fait, c'est-à-dire, on a milité ensemble, la FIGDA, il était à FIGDA en ce temps-là. Il était membre du Conseil consultatif national, il était à FIGDA. On s'est côtoyé, on a travaillé ensemble pour la préparation des élections municipales qui s'est terminée par la victoire du FIS. Et moi-même, j'étais vice-président adjoint au maire de FIGDA. Donc, je l'ai connu en ce temps-là et la première des choses qui m'a frappé en cet homme, c'était son extrême simplicité. Je suis vraiment subjugué par son extrême simplicité. Alors, je ne reviendrai pas sur ce que vous ont dit vos invités. J'ajouterai seulement qu'en matière de démocratie, en matière de ses croyances démocratiques, comme l'avait si bien décrite votre invité Kader Seldam, je rajouterai une anecdote, c'est que en 1999, peu de temps avant son assassinat, lorsqu'on a su qu'il allait être assassiné, qu'on était convaincu qu'il allait être assassiné, et bien avant, nous lui avons conseillé de sortir, de quitter le pays, et il n'a pas voulu refuser. Il a dit que c'est mon destin, c'est mon destin de mourir ici, je mourrai ici, d'une part. D'autre part, moi-même, je lui ai suggéré de dégommer, d'entrer le représentant du Front islamique en ces temps à l'étranger, à savoir, comment ça s'appelle déjà, Kader. Et bien pour vous dire, il a refusé. Et il m'a convaincu, il m'a dit, écoutez, si on croit à la démocratie, il faut qu'on y croit jusqu'au bout. Moi, je suis en train de préparer un congrès à l'étranger, un congrès de FIS à l'étranger,
il se projet de décider qui doit rester dans le front islamique du salut et qui doit être écarté. C'est pour vous dire l'entière imprégnation chez lui de la chose démocratique. Restez avec nous, Farhat Mghlaoui. Je reçois Fouad Lemouchi, ex-cadre du FIS. Fouad Lemouchi, merci d'être avec nous. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Fouad Lemouchi, avant de vous poser une question en particulier, nous allons voir un autre témoignage du général Ben Hadid et je reviens à vous. وكنا استدعينا في سنة 1991 في بعد انتخابات جبل السليقات بعد انتصار جبل السليقات في 26 ديسمبر 91 هذا 26 ديسمبر 91 ايوه 26 ديسمبر 91 نعم استدعينا إلى النازع في الجزائر العاصمة استدعوا كل القوات الضواحي وقتل القوات الجوية والبرية وكل القوات وقتل فرق كنا فرق فقط كانت فرقة 7 اللي كنت أنا أقودها وكانت فرقة 12 كان يقودها مغابرة بحت وحضرنا في الاجتماع في النازع نعم في رئاسة كانت النازع كانت تضم قائد قوات البرية وقائد رئاسة الأركان كان رئاسة خالد الفلاط وكانت مجموعة اللي كان أصحاب النفوذ ليسيجن ميكر les hommes décideurs, les décideurs en quelque sorte. وتكلمنا في الموضوع هذا، احنا كنا استدعينا ولكن ما فيش يعني امر يومي باش نعرفوا واش ما هو سر الاجتماع هذا، والاجتماع كان باش يتكلموا على كانت في 29 ديسمبر الاجتماع. ايوه 29 ديسمبر 93 يعني 3 ايام بعد اتصال جبل السليقات على في الانتخابات ايوه نعم البرلمانيه 3 ايام 29 ديسمبر. المهم انه الموضوع كان على اساس كيف ما هو الحل بعد انتصار جبل السليقات، وكان كل قائد اعطى رايه، فيه من كان يعارض، فيه من كان معاه، فيه من كان يخالف. انا كان موقفي انه يعني بعد ما استمعنا الى مسجين التواتي الى خلفزار لمجموعه الامالي واخرين، هذا التاريخ لما نروحوا للجزائر تور عملوا سياسه باش تكون فيه توازن بين الفيس وبين الافلان وبين الافافاس باش تكون اسامبليه اوموجين ما تكونش في مشاكل، و5 سنوات تمر وتستمر كما هي. نعم. لكن الأغلبية كانت ضد هذا الشيء، الأغلبية مش كلهم، الأغلبية كانت متوافقة مع الشيء اللي قالوا خالد الزار وعبد الشغيل والتواتي في الوقت هذاك. ما كناش على علم بأن فيه كنت فرصة ندير فيها يعني شغل انقلاب بالقوة. نعم. على الأسامبلية وعلى الرئيس. إذا كان المفروض ولهذا يعني وقع بعد الرئيس الشادي وحيلة من نصيبه أو استقال. المهم أنا أعتقد أنه وحيلة، ويقولوا استقال، ما أعتقدش أنه وحيلة من نصيبه وقع. Voilà, où le général Ben Hadid nous apprend clairement qu'une réunion froide a été tenue, que lui-même s'est opposé au coup d'État. Il a dit non, faisons de la politique comme il dit, c'est-à-dire truquant les élections, donnant plus de voix au FLN et au FFS de façon équilibrée, mais qu'eux, ils ont dit non, il faut faire un coup d'État. C'est-à-dire que c'était délibéré, c'était fomenté. Et aujourd'hui, les gens, quand on en parle, ils disent non, c'est le fils qui a été violent, c'est le fils qui est monté au maquis, c'est le fils qui... Alors, je reviens à Fouad Lemouchi. Fouad Lemouchi, vous avez connu Abdelkader Hachani, notamment en prison, et vous m'aviez parlé d'un statut un peu particulier qui lui était, j'allais dire, infligé. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, avant tout, j'aimerais bien
sacrifié. Il a travaillé au Sonatrach à Skikda. Il était un non-cadre. Il était coordinateur des chefs de projet. Il avait un directeur au-dessus de lui qui était intègre aussi. Donc il a voulu vraiment travailler ce pays, apporter quelque chose à ce pays. Mais il a vu en fin de compte que les projets qui étaient des projets proposés par des sociétés étrangères, des sociétés corrompues et qui ne voulaient pas leur signer le projet, ils lui ont dit à maintes reprises, c'est lui-même qui m'a raconté ça, que si vous ne signez pas... Oui, mais Fouad Lemouchi, j'aimerais que nous... Parce que l'émission est courte et les invités nombreux, j'aimerais que nous allions au vif du sujet. Hachani dans le fils, Hachani en prison, s'il vous plaît. D'accord. Donc, en prison, les cadres du fils et puis tous qui ont été les victimes de cette période-là ont vécu donc une période. Oui. D'accord. Oui. Il y a trop de... C'est peut-être parce que vous êtes proche d'une source, peut-être de la télé ou de votre... Non, je suis loin. C'est juste mon téléphone, là. Non, nous, on entend très bien, en tout cas. On vous entend très bien. Vous voulez... Ou alors, vous voulez qu'on vous rappelle? Quand vous voulez. Non, non, mais essayez de poursuivre, si vous pouvez. D'accord. Oui. Donc, comme j'ai dit, le statut spécial de Hachani à Sarkaji, c'est un statut qui était à... Oui. Alors, en prison, il avait été condamné à 5 ans de prison. Même pas condamné, il avait été gardé en prison préventive pendant 5 ans sans jugement. Une prison qui a un statut elle-même bien spécial, et lui-même, à l'intérieur de la prison, il avait un statut spécial. On ne le voyait pas du tout. Moi qui étais proche de lui, je voulais à maintes reprises le voir, je n'ai pas pu le voir. Une fois peut-être en cachette. Et puis... il était à l'isolement? Un isolement total, l'isolement plus que l'isolement. Il y a une salle d'isolement pour les gens qui sont malades et tout, mais lui, il avait un isolement bien spécial. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Il a vécu plusieurs grèves de la faim à cause de cette situation qu'il a vécue. Mais oui, il a été un isolement total. Donc. Comment vous avez réussi à le voir? Je l'ai vu une fois en cachette en risquant bien d'être puni par l'administration de la prison. Quand les avocats viennent le voir, on dégageait tout le monde de la salle, des cabinets des avocats pour que justement ils ne croisent aucune personne. Et comment il était traité? Il était traité, donc, celui qui s'approche de lui, donc le gardien qui était tout proche de lui, il vivait très bien, il était en bonne relation avec lui, mais l'administration et puis les directives qui viennent d'en haut sont bien sûr des directives bien spéciales, et il n'arrivait vraiment pas, il avait même sa famille, elle le voyait de temps en temps. Et puis, comme j'ai dit, c'était les grèves de la faim parce qu'il était vraiment... Il vivait une injustice totale à cette époque-là. Et pendant les événements tragiques de la tuerie de Serkaji, pendant laquelle plus de 100 personnes avaient été mitraillées, tuées de sang-froid? Il a eu aussi un rôle très important pendant cette crise-là. Et justement, on mesurait donc l'importance et la grandeur des hommes pareils dans des moments très difficiles comme cette époque, dans cet événement-là. Donc il a vraiment montré beaucoup de sang-froid, beaucoup de sagesse. Il était très sage, et puis il a préservé le sang de beaucoup de monde. S'il n'y avait pas Ahmed Hachani, peut-être on aurait vécu un carnage beaucoup plus important. Restez avec nous, Fouad Lemouchi. Nordine Awsat, 5 ans en prison. Pourquoi? Parce qu'il a appelé les jeunes de l'armée quand il a vu
que les putschistes allaient utiliser les fils du peuple, les gens de l'armée, pour faire tirer contre les fils du peuple. Il a dit non, ne tombez pas dans ce piège, vous êtes les enfants du peuple, ne tirez pas sur vos frères, quoi qu'il arrive. Et pour ça, il a été considéré comme ayant appelé à la sédition et mis en prison sans jugement, une prison préventive pendant 5 ans. Alors, à votre avis? À mon avis, c'est quoi? C'est le système. Hein. Donc, il s'agit. Alors, soit on vous pousse à l'exil, soit on vous pousse à la violence armée, soit on vous met en prison. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Mohamed Saïd, Allah yarhamou, aussi. Il faudra l'évoquer aussi un jour, hein, oui. Mohamed Saïd, qui le 5 juillet 91, à la municipalité de Kouba, dans la salle municipale, il a fait un discours juste après l'arrestation d'Abbasi au siège du fils, hein, là au Charas. Donc il a dit « Je tiens dans mes mains une grenade dégoupillée ». Cette expression, personne ne l'a jamais expliquée, mais moi je l'avais déjà comprise à l'époque, ce qu'il voulait dire. Hein, quand on tient celui qui a fait une petite formation militaire, oui. Une grenade dégoupillée, c'est fini. Il faut la jeter le plus loin possible. Et tout tient à la force de la main qu'il a. S'il lâche le pouce, voilà, ça explose. S'il lâche, s'il s'affaiblit un peu, si on lui donne un coup sur le bras, il va lâcher la bombe et elle va exploser. Et c'est ce qu'on a fait pour Mohamed Saïd. On l'a fait pour Mohamed Saïd, pour que les choses explosent, on l'a poussé à monter au maquis. Parce qu'il avait deux choses l'une. Ou il se retrouve comme Hachani, ou il monte au maquis, mais le pauvre, il ne savait pas que le maquis était déjà bien miné, bien infesté des hommes du pouvoir que s'il était resté chez lui. Et donc, 5 ans et demi en prison, parce qu'il n'y avait pas sur quoi le juger. Sur quoi? Il aurait eu un jugement avant cela, on l'aurait jugé de quoi? Ils lui ont tenu la peine, c'est-à-dire quand il a été jugé en 97, donc c'était 97-98, c'est quoi? C'était juste la peine pour couvrir le temps qu'il a passé en prison. Mais pourquoi il a été... Pourquoi il a été mis en prison pendant 5 ans? Donc ça ne tient pas la route, cette histoire d'appel à sédition. Donc la preuve, c'est... Non. Mais pourquoi donc ils l'ont mis en prison pendant si longtemps? Et pourquoi lui avoir fait subir un tel statut, une telle répression, un tel isolement? Pourquoi? Vous savez, je corrigerai en même temps aussi quelque chose par rapport aux salafistes, parce que je connais bien, et je suis en train d'écrire un livre sur ça. Ce sera le premier livre écrit en France sur ce sujet. Il va paraître le printemps prochain, Inch'Allah. Donc, vous savez, la présence d'un homme comme lui, regardez, c'est-à-dire quand il est parti chez le dentiste le jour où il a été tué, il est sorti de chez lui, de Zrara, à Bab el-Oued, tout seul, sans garde du corps, sans rien. Il marchait, saluer les uns et les autres, comme il est rapporté. Donc, la présence de quelqu'un comme lui, comme ça, qui n'a pas pris les armes, il ne fait pas de l'incitation, l'appel à la violence, etc., c'est la meilleure réponse pour le pouvoir, comme quoi le fils est un parti légaliste. Et que dans le fils, il y a des hommes légalistes. Et pourquoi il était opposé à la concorde civile de Bouteflika? Qui? Hachani. Nous allons voir tout à l'heure une vidéo. Ça veut dire que pour lui, la concorde civile devait se faire, mais pas dans ces conditions et pas de cette façon. Il n'est pas le seul dans ce cas. Là, il n'est pas le seul et le temps lui donne raison. Absolument. Et le temps lui donne raison. C'est parce qu'il était tout court contre les solutions militaires. Oui. Il était pour une solution politique globale. Et ça, c'est dû à sa finesse politique qui, depuis le début, ce que disait tout à l'heure Sadr Selem, le Gandhi musulman, appelant à faire la prière et le jeûne face à la violence. À la violence. Et ne pas succomber à la violence. Je pense que la matrice et la mamelle nourricière du régime fut déjouée, à même déstabilisée par les hommes de cette trempe qui sont légalistes et qui n'alimentent pas le processus de violence, car le régime a une seule chose avec laquelle il se nourrit, c'est la violence. Ils ne savent utiliser que la matraque et dans l'économie que la vache à pétrole. Alors, je vous ai interrompu tout à l'heure, vous deviez nous dire quelque chose de très important. Nous allons regarder un court extrait de Brahimi qui nous parle du fils et qui nous parle de Hachani, puis je reviens à vous pour vous permettre de poursuivre ce que vous disiez tout à l'heure. Avec plaisir, Jean. نحن في 88 بعد 88
جاءت التعددية وبرزت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ونجحت في الانتخابات البلدية سنة 90 ونجحت في الانتخابات التشريعية سنة 91. المرحلة الأولى، لأن الثانية لم تحدث. يعني واحد جابوه عشان يقعد شهرين ثلاثة قعد 13 سنة. فبذلت جهود للتوفيق بين جبهة التحرير أو ما تبقى من العناصر التي لم يمسسها الفساد والعناصر التنويرية في جبهة الإنقاذ. وكان الأخ عباسي مدني يزورني بانتظام لأنه من أبناء جبهة التحرير، وكنت أنصح دائما بعدم استعمال العنف، وحاولت أن أجمع لأنني كنت أعتقد أن تحالفا بين الطرفين سيؤدي البلد إلى بر الأمان دون قلاقل ودون هزات. ما الذي أدى إلى عدم قيام هذا التحالف؟ معارضة قيادة الجيش. الجيش هو الذي قام نعم. Et sur Hachani. Le même sur Hachani. عند انتصار جبهة الإنقاذ في الانتخابات التشريعية ب 187 مقعد في الدور الأول، يعني تقريبا 50%، بينما كان كل المتوقعين الذين يحومون حول الشاذلي يؤكدون أن البرلمان سيكون بثلث من جبهة الإنقاذ وثلث من جبهة التحرير وثلث للأحزاب الباقية والمستقلين. فجاءت النتيجة مفاجأة كبيرة لهم ب 187 صوت، تقريبا ما يقرب ال 50% في الدور الأول. ولو تم الدور الثاني كان ممكن يوصلوا إلى ثلثي ومن ثم لهم التشريع ولهم كل شيء. نعم. فكان يتردد على بيتي أحد قياديي جبهة الإنقاذ، أعتبره من أحسن العناصر الجزائرية، شاب يكتسب ثقافة إسلامية أصيلة وثقافة عصرية، هو الأخ عبد القادر حشاني رحمه الله. وكان مدركا لماهية الدولة الحديثة. يقال أنه الوحيد أو أبرز قيادات الإنقاذ الذي كان لديه رؤية سياسية. أشهد أن كانت له وضوح في الرؤية ومعرفة دقيقة بالدولة الحديثة. كان يتردد على بيتي، فعند إعلان النتيجة قلت هذه النتيجة، قلت له، تحتوي على مخاطر. الخطر الأول أن السلطة لن تبقى مكتوفة الأيدي وممكن تستعمل العنف ضدكم. ثانيا، الغرور عند الفائزين، فحذاري، لابد من ضبط النفس ولا بد من تنازلات. هذا كلام دار مباشرة بعد إعلان النتائج. وفوجئت بزيارة له يوم 4 يناير 1992 يخبرني بأن هذه لأول مرة أعلن عن هذا الخبر. يخبرني أن قيادة جبهة الإنقاذ قررت تنازلات كبيرة وتريد أن تخبر بها الرئيس الشاذلي. ما هي التنازلات؟ الاكتفاء ب 187 مقعد، وإعطاء الأوامر للمناضلين أن يصوتوا على مرشحي جبهة التحرير في الدور الثاني حتى يقع توازن في البرلمان بين الجبهتين. نعم. التنازل الثاني أنهم يتنازلوا على رئاسة الحكومة لأنهم هم الحزب الأول للأخ حسين أيد أحمد، زعيم حزب القوة جبهة القوة الاشتراكية. والتنازل الثالث أنهم يكتفوا ب3 مناصب وزارية، التربية والعدالة والشؤون الاجتماعية. ماذا كان رد فعل؟ فقررت في ذلك الحين أن أنظم لقاء بين الأخ حشاني وسهر الشاذلي حتى يبلغ له. نعم. لأن ما عندي علاقة بالشاذلي. نعم. انقطعت العلاقة منذ خروجي من الحكومة. وتم اللقاء يوم 5 يناير ليلا في نادي صنوبر بين سهر الشاذلي وعبد القادر حشاني. السؤال اليوم، هل أبلغت هذه الاقتراح للشاذلي؟ أنا أعتقد أنها أبلغت.
ما كان رد فعل الشاذلي هل قبلها لست أدري. الشيء الذي نعلمه أن الشاذلي أقيل أو استقال 4 أيام بعد هذا الحادث. فسؤال Saïd Aknin, je vous laisse poursuivre ce que vous vouliez nous dire. Djemeldine, effectivement, tout à l'heure, je parlais de réussite. Oui. Cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous parler des sauveurs de la République. Parce que avant, c'était à la mode, et aujourd'hui, on voit encore une fois dans l'urgence. Certains nous parlent de l'urgence et de sauver le pays. Oui. Mais je ne vais pas parler de tous les sauveurs de la République. Le dernier d'eux est milliardaire en dinars. D'autres sont millionnaires en euros. Je vais vous en parler d'un seul. Djezzar, comme on l'appelle dans le langage populaire, qui est un vulgarisé, c'est un nom vulgarisé. Moi, j'ai envie de vous parler de Nezzar. Ce DAF, déserteur de l'armée française. Il faut bien qu'on comprenne c'est quoi déserteur de l'armée française. Il y en a Saïd Aknin, qui sont DAF, mais qui ont rejoint l'ALN en toute sincérité. Nous ne pouvons pas leur jeter tous la pierre. Absolument. Il y a des DAF qui sont des hommes d'honneur, qui ont combattu pour ce pays, il y en a certains qui sont morts pour ce pays. Lui, il est fidèle à ce rôle. Oui. Et d'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse et je termine. Oui. Ce qui a ramené les crimes de 81, c'est la spécificité de 88. C'est parce qu'il y avait impunité en 88 que celui-même, on le retrouve, ce Nezzar, qu'en 92, encore une fois, il s'est servi de ce levier pour transformer l'Algérie en boucherie et qu'il a mérité cette sentence de notre président légitime Hussein Ahmed, entre vous et moi, un fleuve de sang. Oui. Ce DAF, déserteur de l'armée française, chef des putschistes, M. Benchenouf. En Algérie, c'est quoi le symbole de l'armée française? C'est le domaine Barjo. Du colonialisme. Du colonialisme. Oui. Le domaine Bourgeot. Ouais. Domaine Bouchewi. La trappe. La trappe. Ouais. Qui a aujourd'hui dans le domaine Barjo des terres? Bourgeot. Bourgeot des terres. Oui. Qui y en a? Et je ne dis pas plus. Il y a des généraux. Et je ne dis pas plus. Des généraux ont mis le grappin sur le domaine le plus symbolique du colonialisme, en effet. Voici, ça c'est très important. Si on était appelé à faire une étude sociologique avec la continuité des méthodes du colon et aussi des symboles du colon, on va trouver que ce régime n'y tient que c'est parce qu'il est atteint du syndrome du colonisé. Et c'est par ce syndrome que le plus grand traître est venu ici en France pour qualifier, parce que c'est passé comme ça dans la presse, comme si de rien n'était, pour qualifier les chouhada, pour qualifier des moudjahidines de morts. Non seulement il a le comportement de répudier, il est venu quémander la présidence, mais aussi il insulte le peuple algérien. Nous, la jeunesse, on lui répond. Nous, on ne dissocie pas la mémoire de l'histoire. On lui répond, on lui dit que ta traîtrise. Saïd Aknin, vous qui êtes jeune, vous qui étiez très jeune au moment de ces événements d'interruption des procès électoraux, comment conseilleriez-vous ceux qui sont plus âgés que vous, qui sont en train de faire de la politique, mais dans le bon sens, je ne parle pas des gens du régime, de ceux qui, par exemple, tout naturellement et en toute bonne conscience, ont peur de l'islamisme. Ils ont peur que ces gens prennent le pouvoir et qu'ils ne le ramènent, comme ils disent, au Moyen-Âge. Tout comme ces islamistes qui considèrent que tout ce qui est démocratique n'est pas dans les normes islamiques. Comment faire, selon vous, vous qui êtes jeunes, pour essayer de réconcilier ces gens, pour qu'ils se retrouvent autour d'une table et qu'ils discutent et qu'ils trouvent un cadre politique d'expression d'où personne ne sera exclu? Je suis très très loin de donner des conseils. Je donne un avis. Oui. Parce que conseiller, ça veut dire prétention. Moi, absolument. Je suis un militant. Un avis qui est très simple. Hachani, dans son discours à Tizi Ouzou, il avait dit quelque chose de sublime.
À chaque ayant droit, son droit. Son droit. Je pense que cette expression nous incite à la transcendance à 3 niveaux. La transcendance verticale qui est une affaire individuelle. Et d'ailleurs, Hachani avait ce génie de dissocier de la primauté du politique sur le militaire, mais aussi la primauté du politique sur le religieux. Et ça, j'ai lu, je crois, un travail là-dessus, c'est ça qui m'inspire et je peux même en donner des références. La transcendance verticale, c'est individuel. La transcendance horizontale, c'est que chacun de nous doit être l'instrument du divin avec l'humain. C'est-à-dire, dans notre expression, en kabyle, on dit « Qu'est-ce que ça veut dire? Il est tellement bon, il fait tellement du bien, il est l'incarnation de l'image de ce Dieu. Hachani est un humaniste, était l'incarnation de cette religion musulmane. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu dans la politique, et c'est de leur droit. Bien sûr, mais pourquoi vouloir ramener les gens dans un domaine politique à Dieu? Il y en a qui vous disent non. Dieu doit être laissé dehors. Nous parlons de politique. Tout à fait, oui. Jameldi, tout à fait. Il y a un certain nombre d'impératifs aujourd'hui. Oui. Le pays, il est dans une impasse historique. Il y a des réalités sociales avec lesquelles il faut composer. L'islam est une réalité sociale avec laquelle il faut composer. C'est une réalité sociale. Ceux qui ne veulent pas admettre cette réalité sociale n'ont qu'à changer de pays. Ça de un. Et de deux, la deuxième des choses, c'est qu'aucune dominance ne doit opérer aujourd'hui. C'est-à-dire ni religion, ni idéologie, ni aucune ne doit avoir la dominance. C'est-à-dire, même s'il y aura une majorité, mais dans le cadre du respect des minorités. C'est ça le deuxième élément. Le troisième élément, d'abord, amorçant quelque chose, ça veut dire... Oui, mais vous avez dit quelque chose de très grave, Saïd Aknin. Quand vous dites celui qui n'est pas d'accord avec le fait que l'islam est partie prenante de tout dans ce pays et doit changer de pays, moi je trouve que c'est grave d'avoir dit ça venant de vous. C'est pas dans ce sens que je le dis. C'est pas dans le sens que je dis parce qu'on ne peut pas... Je considère que c'est une maladresse. Parce que je retire cette maladresse, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire. Mais ceux qui disent aujourd'hui, parce que rester dans les bipolarisations, rester dans les haines, ça ne va pas nous faire avancer. Il y a certains qui nous disent si c'est blanc, je ne parle pas. Si c'est rouge, je ne parle pas. Aujourd'hui, il y a un impératif, il y a une urgence. Mais bien que l'urgence, elle doit être... Il y a des préalables à l'urgence, c'est la vérité et la justice. Là, on est d'accord. Le bien-être commun, le vivre ensemble, un état de droit, mais amorçons déjà un dialogue. Il n'y a pas un cadre. Le cadre et le représentant vont être sécrétés par la société. Et encore une fois, moi je suis quelqu'un qui est spontané. Les maladresses, je les reconnais, tout comme je peux reconnaître des erreurs. Je le sais, c'est pour ça que je me suis permis de vous le dire. Tout comme je peux reconnaître des erreurs que j'ai faites dans ma vie. Et si j'en ai fait une erreur vis-à-vis d'une mouche, d'un moustique, d'un être humain, je m'en excuse à travers cette tribune. Alors, Badr el-Din Guerfa, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Hein. Alors, Badr el-Din Guerfa, tout à l'heure, Brahimi... Al Jazeera a dit des choses vraiment que beaucoup d'Algériens ne savent pas. C'est que le fils, dès le premier tour, a décidé de lancer un appel à ses propres électeurs pour qu'ils ne votent pas fils, mais votent FLN et les autres partis, notamment FFS. Il a envoyé un message à Chedli, il ne sait pas si lui est parvenu ou non, que le chef du gouvernement ne doit pas être nommé parmi les islamistes, mais Aït Ahmed lui-même. Et quoi d'autre, si je ne me... Alors, et les ministères, ils ont dit qu'ils ne prendraient que 3 ministères, mais parmi les plus importants, il faut dire, l'éducation, le social et la justice. Alors, est-ce que vous confirmez d'abord ce que dit Brahimi? Il y a plus que ça, si Jameltin. Oui. Le président Chedli Bejdid aussi a envoyé l'avocat Meshi à Cheikh Abbasi Medani en prison. Avec une mission de convaincre le président du fils que les choses sont graves,
que les putschistes vont faire un coup d'État et qu'il fallait trouver une issue à ce problème et de se contenter des résultats du premier tour. Et maintenant, le témoignage de l'avocat Meshri, qui est toujours vivant, et là, il dit qu'en 15 minutes, Abbassi Madani a compris le message, il a envoyé à Hachani, rahimahullah, et tout a basculé parce que c'est clair maintenant, les putschistes qui sont à la solde de certains milieux français ont précipité les choses et ils ont finalement ruiné le pays. Le fils c'est Zemaldine, a eu une expérience, on essaie de l'oublier, a eu une expérience en un temps record de la gestion des mairies et des APV. Il a fait des pas très importants. Il a été quand même, comme en témoigne le président turc, l'expérience du fils a été quand même quelque chose de formidable pour toute formation, même le parti de M. Erdogan. Le fils aussi a joué le jeu de la démocratie, c'est Jamaldine. N'oublions pas, là nous parlons de Hachani, rahimahullah, qu'il était profondément musulman et profondément démocrate, que ce soit pour la gouvernance de l'Algérie ou pour la gouvernance de son parti, le fils. N'oubliez pas que quand les choses se sont un petit peu, quand il y a eu des problèmes après la grève de juin, il a appelé au congrès avec d'autres cadres du mouvement fils au congrès de Batna. N'oubliez pas qu'à sa sortie en 99 de prison, quand les choses se sont un petit peu le champ du fils est à droite et à gauche en Europe, puis quand la Kbir était beaucoup plus porte-parole de l'AIS plutôt que du fils, il a appelé à un congrès en Europe. Donc il croyait profondément à la démocratie en tant que musulman. D'ailleurs, je pense que sa voix, c'est une voix qui voulait concilier démocratie et islam. Malheureusement, ces assassins, ces putschistes, en l'assassinant, ils ont assassiné un rêve, le rêve de voir l'Algérie gouvernée par un jeune intellectuel, ingénieur de 35 ans. C'était peut-être la première expérience dans le monde arabe. Ils ont assassiné Hachani, mais soyez sûrs qu'ils n'ont pas assassiné ce projet. D'ailleurs, nous œuvrons pour ça. C'est pour ça que les militants du fils, comme toutes les années, commémorent à chaque 22 novembre l'anniversaire de son assassinat. C'est pour ça que nous serons demain à la Maqbarat du climat de France, Al-Qatar, pour crier haut et fort notre refus du verdict du tribunal qui sont là et qui... Et restez avec nous, Badreddine Guerfa. Farhat Mghlaoui, j'espère que le contact a été rétabli. Farhat Mghlaoui. Oui, je suis là. Très bien, on vous entend bien maintenant. Alors, Farhat Mghlaoui, tout à l'heure, Brahimi parlait de... Parce que c'est vrai, s'il y a eu beaucoup de gens modestes, tolérants, au fils, il y a eu l'inverse aussi. Brahimi parlait tout à l'heure de Ghoror, la suffisance, des gens qui étaient frappés de suffisance, que le succès, dont le succès avait un peu chauffé les... Et donc, pourquoi des gens comme Hachani, qui étaient modestes, qui étaient mesurés, pondérés, démocrates, qui voyaient loin, qui acceptaient de faire des concessions, pourquoi un tel homme a été jeté en prison pendant 5 longues années, puis assassiné de façon atroce, de 2 balles à la sortie de chez son dentiste, alors qu'il était tout seul à Bebloued, à se promener comme n'importe qui. Mais qu'on ait laissé en vie d'autres qui étaient tonitruants, qui faisaient peur à la société algérienne, qui agitaient l'épouvantail de la charia, qui demandaient aux gens de se préparer à changer d'habitude vestimentaire et alimentaire, etc., qui parlaient d'exécuter les communistes. Pourquoi les uns, comme Hachani, étaient systématiquement assassinés et que les autres,
qui faisaient peur à la société algérienne, ils étaient laissés tranquilles. Oui, tout simplement parce que Abdelkader Hachani, rahimahullah, comme vous le disiez vous-même, c'était un homme modéré, moderniste, et puis il était loin de la violence. Il ne croyait pas à une arrivée à des fins politiques par la violence. Donc, le pouvoir, il n'a pas gobé qu'en 1991, en juin 91, après la grève de juin 91, après que le pouvoir puisse mis la direction du Front islamique du Salut en prison, il a décapité soi-disant le fils pour pousser les gens, parce qu'en ces temps-là, je reviens un peu en arrière, en ces temps-là, les gens, disons les services de sécurité, ont tiré sur les grévistes pacifiques sur les places publiques. Donc, le pouvoir, il s'attendait, il voulait pousser les gens à prendre le maquis et à prendre les armes. Hachani, rahimahullah, et certains cadres du FIS, en ces temps-là, ils ont vu la manœuvre et ils ont tout de suite appelé à un congrès du FIS. Un congrès pour contrecarrer les visites du pouvoir là où nous voulons nous mener le pouvoir. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas assisté à ce congrès, j'étais en prison. Mon frère et ami Bagardi pourrait vous en parler, il était présent à ce congrès. C'est le congrès de Batna, il me semble, hein, c'est ça? Oui. C'est très bien, c'est le congrès de Batna. C'est le congrès de Batna où Abdelkader, avec c'est-à-dire son intelligence, il a su, premièrement, intégrer une partie de la mouvance islamique qui était loin du Front islamique du Salut, disons, relativement loin. C'était juste comme on les appelait, l'édifice disons, civilisationnel, l'édifice civilisationnel. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, il a su mener toute cette mouvance avec sa diversité vers les élections, vers la victoire électorale du 26 décembre 1991. Ça, le pouvoir, il n'y a pas oublié. Le pouvoir, il ne voulait pas d'un homme comme ça. Il voulait pousser le Front islamique du Salut à la violence. D'ailleurs, c'est après l'arrêt du processus électoral, une déclaration d'Abdelkader, il a dit que le pouvoir voudrait que les extrémistes de débord s'affrontent. C'est ce qu'il a dit en fait. Farhat Mghlaoui, est-ce que réellement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus que c'est le régime qui voulait pousser les militants du FIS à la violence, qui voulait les pousser à monter au maquis, qu'il aura ouvert des comptes du Sud pour pouvoir les infiltrer à travers des gens qu'il avait mis dans le camp, qui avait organisé l'évasion de Lambèze, de Tezoult, dans les mêmes... Comment faire pour convaincre les gens qui ne croient pas que c'est le régime qui a tout fait pour inciter le FIS à la violence et pour le pousser, pour ne pas lui laisser d'autre choix que l'action armée? Écoutez, je crois que les gens ne sont pas dupes. Hein. Maintenant que nous avons des tribunes, telles que le Maralive par exemple, nous pouvons raconter ce qui s'est passé et les gens parlent. Et la preuve de maintenant dans le stade, les jeunes, les scandent, disons, le chant du Front islamique du Salut, les jeunes ils savent ce qui se passe. Si vous prenez n'importe quel jeune dans la rue, vous le questionnez, il sait très bien, les gens sont conscients que c'est la nature du pouvoir, la nature de violence qui a plongé le pays dans une guerre fratricide. Les gens le savent maintenant. Bon, il y a eu des témoignages, bien sûr, comme vous venez de passer, celui du général Belhadid, celui du colonel Samraoui, celui du lieutenant Souaidia, et bien d'autres qui ont témoigné, des témoignages très sérieux, hein, disant que maintenant les gens ont compris. On ne peut plus cacher la vérité, c'est impossible. Restez avec nous, Farhat Mghlaoui. Je reviens à Fouad Lemouchi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Nous allons essayer de faire vite les uns et les autres. Fouad Lemouchi, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Abdelkader Hachani en tant qu'homme,
en tant que personne que vous avez personnellement connue, non seulement, vous nous avez dit tout à l'heure, avant le fils, mais après aussi et surtout en prison? Oui, merci beaucoup. Abdelkader Hachani, Rabbi yarhamou, il est auprès de son Seigneur. Il a gagné sa vie, en réalité. Et puis, il a... Merci Fouad Le Mouchir, ici avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sadr Sellam est avec nous. Sadr Sellam, j'aimerais vous poser une question précise sur un événement précis. Vous en parlez dans votre article d'ailleurs. Quand M. Hachani Abdelkader, après 5 ans de prison, était en audience, passé en justice avant sa condamnation, vous dites qu'il avait été torturé pendant l'audience. Pendant l'interruption des séances, il aurait été torturé par la gendarmerie, vous maintenez? À ce moment-là, par une rumeur, mais ça a été rigoureusement confirmé par ses avocats, qui ont un récit très précis là-dessus. Bon, d'abord, il était maintenu en prison pendant 5 ans sans jugement. Et on s'est avisé de le traduire devant le tribunal pour le libérer de manière à apporter une caution assez convaincante au projet de trêve de l'époque. Bon. Or, au moment des audiences, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas disposés à être manipulés par les décideurs de l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'on a voulu le remettre en prison en le tabassant et en utilisant ce passage à tabac comme prétexte. Et il a été vraiment tabassé dans les sous-sols du palais de justice, mais ses avocats, qui n'étaient pas des avocats à Taïwan, lui ont demandé de ne pas se plaindre et de ne pas réclamer d'expertise médicale qui aurait été utilisée par le parquet pour le maintenir en prison en attendant l'expertise. Le juge a révélé à un de ses avocats, il lui a dit « J'ai reçu un coup de fil d'un général et j'ai 6 enfants, s'il vous plaît, dites-lui de réclamer une khibara, une expertise. Oui. » Et comme il a refusé de répondre à cette demande, il y a quelqu'un qui se prétendait avocat de Hachani, mais quand le juge a décidé de le condamner à 5 ans pour le libérer, il s'est levé en répétant « khibara, khibara, khibara ». Et là, il s'est démasqué. Il a montré qu'il était actionné par les décideurs de l'époque. Et Hachani a commencé à poser la question sur qui a ordonné la création de l'AIS. Il a dit, moi, chef légal et politique démocratiquement élu du FIS, je n'ai jamais ordonné la création d'une armée islamique. Et le seul fait qu'il soit libre, et libre de sa parole, il constituait un danger pour tout l'argumentaire des éradicateurs. Et il l'a montré dans une déclaration d'1 page dans Le Monde, dont je me souviens très très bien, par une envoyée spéciale, ce n'est pas les autres correspondants du Monde, où il a posé la question, il a dit l'AIS, tout ce qui est groupe armé islamique, c'est un point d'interrogation. Et à ce moment-là, nous savons maintenant qu'il a reçu un message d'un des très grands décideurs de l'époque qui lui a dit et c'est pas un hasard qu'il a été assassiné dans le cabinet dentaire. Parce que l'histoire de la trêve et puis du cessez-le-feu, etc., était une obligation parce que l'Algérie, le pouvoir, frôlait la condamnation devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et malheureusement, il y a eu beaucoup d'islamistes, sincères ou pas, qui ont marché dans cette manœuvre. Lui, il était suffisamment avisé pour résister à ces manipulations. Sadr Sellam, oui. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous venez de me dire et qui, moi, personnellement, tout journaliste que je suis, m'a scotché. Et je suis en train de me rendre compte de l'énormité de l'information qui n'a pas parvenu très visiblement à l'ensemble de l'opinion publique,
puisque tout le monde accuse le fils d'avoir fomenté la violence. Alors vous nous dites, vous, que Hachani, qui était président du fils à ce moment-là, au moment où Abbasi Madani et Ali Belhaj étaient en prison, et d'autres leaders aussi, vous nous dites que Hachani aurait déclaré qui a créé l'AIS de Madani Mezrag. Puisque moi, qui suis président du fils, je ne suis pas au courant et je ne l'ai jamais demandé. Vous confirmez? Vous confirmez ce que vous êtes en train de dire? Il suffit de relire les déclarations de Cheikh Ben Aïcha dans le Chourouk il y a quelques années. Et il a dit, nous n'avons eu aucun ordre des dirigeants du fils de prendre les armes. Il a dit, après l'interruption des élections, on est venu arrêter tous les élus du fils. C'est ceux qui ont pu s'échapper dans les montagnes, on les a pourchassés. Dans le Warsonisme, lui, il était de l'Ouest. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été prendre les fusils chasse des paysans pour se défendre. C'est dans ces conditions que l'AIS a été créée. Et c'est le principal argument des éradicateurs, qui étaient très conscients de l'inégalité, du caractère hautement répréhensible de leur coup de force, c'est le GIA. Le GIA qui ne dépendait pas de l'AIS. Et je rappelle, Sadr Sillem, qu'à la mort du général Smaïn Al-Ammari, le père du terrorisme pédagogique, du tristement célèbre terrorisme pédagogique, Madani Mezrag, le chef de l'AIS, lui a rendu un véritable éloge funèbre, je rappelle. L'Hajj, comme il l'appelait. Il a précisé l'Hajj li hajj 7 marrat. Oui, c'est l'équipe de Belfort, oui. Oui, en effet. Oui, mais si on fait maintenant les choses sont claires comme l'eau de roche, le GIA, c'est un faux maquis à l'image du maquis Cobus de 56-58 dans l'ouest de la Wilaya 4, où vous avez 1000 moujahid sincères qui croyaient combattre qui croyaient être l'ALN, mais seuls 3 chefs de cette armée étaient en contact secrètement avec la DST. Et la DST avait raté la manipulation de Oiseau Bleu en Kabylie, autre faux maquis. Oui. Elle a raté la manipulation du maquis des Belhadjistes en 58, mais elle a réussi avec le DRS à manipuler le GIA. Merci, Sadr Sillem. Merci infiniment. Nous arrivons. Alors, Nourdine Aoussat, l'épilogue, un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai été estomaqué par cette histoire de Hachani qui dit « Mais moi, je n'ai jamais été au courant de la création de l'AIS. Je ne l'ai pas dit moi-même. Je ne suis même pas au courant. » Mais absolument. Moi, je défie quiconque. C'est-à-dire, il faut... la question que tu posais tout à l'heure à Saïd, comment répondre à ces éradicateurs? On peut beau parler nuit et jour, ça ne suffit pas, mais venons-en aux faits. Les faits, tout simplement. F-A-I-T-S, les faits. Montrez-nous des faits. Et les faits, ils sont là. Déjà, il y a au moins 6 livres écrits par des officiers de l'armée, en passant par l'adjudant-chef Souaidia jusqu'au colonel Samraoui. Vous avez le capitaine Aboud, le capitaine Yassla-Alibi. Haroun. Je parle de ceux qui ont écrit des livres. C'est écrit noir sur blanc. Pas ceux qui ont fait des déclarations comme ça. Des livres qui sont édités, des livres... Donc, tous témoignent de ces manipulations-là. Des témoignages vivants. Je rappelle le site du Maol, mouvement algérien des officiers libres, où il y a des documents effarants sur ces questions-là. Tout à fait. Algeria Watch aussi. Donc, Algeria Watch. Il y a déjà ces comment dirais-je, ces faits-là. Ils sont là, des témoignages vivants, des gens qui n'ont rien à voir, mais alors là, rien à voir, parce que s'ils avaient quelque chose à voir avec le fils, le pouvoir, il aurait juste sorti des preuves, allez, ces gens-là, ils appartiennent au fils, que leurs propos, leurs déclarations, leurs témoignages seraient totalement discrédités. Mais il n'y a pas ça. Comme il n'y avait pas non plus, et ça aussi c'est une petite parenthèse, mais qui a son importance, s'il y avait la moindre fraude
en décembre 91, le pouvoir ne se serait jamais aventuré dans cette interruption des processus électoraux. Il aurait juste montré 2 ou 3 qu'il gonflerait, qu'il extrapolerait pour dire qu'il y a eu trafic, qu'il y a eu fraude. Mais il n'y avait pas de fraude et qu'il y avait 47,5% de voix qui ont été gagnées au premier tour. 47,5% proprement. Donc, on revient. C'est vrai, il n'y a pas non plus de fatwa. Il n'y a pas de fatwa. La seule chose à laquelle on s'accroche, c'est une cassette qui a été, comment dirais-je, un propos de, comment il s'appelle, le cheikh qui était à la montagne, Al-Sharati, qui est mort à Serkaji, qui parlait d'une résistance armée, mais une fatwa qui appelle les gens à dire que légitimement le djihad, ça n'existe pas. C'est bien plus tard. Il n'y a pas eu de fatwa du tout émanant du fils qui demande aux gens d'agir de façon armée. Jamais, jamais. Jamais on ne trouvera la trace de celle. Il y a des lettres par la suite, écrites par Ali Belhaj, par exemple, qui disaient que si j'étais libre à l'extérieur, je serais un soldat sous les ordres de Gouasmia. C'est une maladresse, à savoir dans quelles circonstances il a écrit cette lettre, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait bien, en l'occurrence, qu'il témoigne sur ces manipulations-là et qu'il dénonce de façon ferme et claire ces manipulations-là. Mais il n'y avait pas de ça. Moi, j'ai écouté un prêche de lui, Ali Belhaj, à Bab el-Ouad, 90, ouais, disons, l'automne 90, j'étais en vacances en Algérie, j'ai dit, allez, je fais à Bab el-Ouad, on m'a dit qu'il fait à Sunna. Je l'ai entendu et je témoignerai devant tout le monde, et certainement l'enregistrement, il doit exister à minima chez les services, mais sinon même les particuliers enregistrés à l'époque, et quelqu'un peut le sortir, où il disait, écoutez, nous sommes un rempart, nous sommes une digue, comme ça, wallah. Il disait que nous sommes une digue contre les gens qui veulent la violence. Et nous sommes comme ça, dans ces termes. C'est-à-dire que continuez encore à nous fragiliser, c'est la digue que vous allez fragiliser et c'est le barrage que vous allez fragiliser pour que le déferlement puisse avoir lieu. Ici, ce qui s'est passé. Saïd Aknin. De toute façon, il y a un impératif. Pour voir mieux demain, il va falloir connaître son passé. Le passé ne peut se faire qu'en connaissant la vérité. Il est vrai qu'il y a la violence de l'État. Il y a la violence d'autre côté. Le peuple algérien veut savoir les vérités. Il est vrai, comme il y a ces lettres, il y a aussi un débat avec l'Albanie, rahimahullah, où il y avait des choses qui ont été dites. Non pas pour justifier la violence ou autre, mais c'est pour dire qu'à un certain moment, des erreurs peuvent être faites, comme tout à l'heure, j'en ai fait une. Oui. Et aujourd'hui, dans le pays, oui, justement, il y a des réalités. L'Albanie lui conseillait de ne pas du tout tempérer et de même pas rentrer dans les élections, de continuer à faire de la prédication, de faire de l'éducation. C'est ce qu'il lui disait. Exactement. Parce que j'ai écouté les 3 heures du débat. C'est ce que j'ai écouté moi aussi. C'est ce que j'ai écouté moi aussi. Aujourd'hui, il y a des impératifs. Mais l'impératif ne doit pas nous éloigner de la vérité et de la justice. Pourquoi? Parce que nous allons sacrifier l'essentiel. Et ça, c'est très, très important parce que certains, ils veulent ajourner les échéances. Ils nous disent, oui, on commence maintenant à lancer les jalons, mais la vérité, c'est demain. La justice, c'est après-demain, ainsi de suite. Mais non, nous devons commencer d'abord par nous dire des vérités et nous associer avec des hommes et des femmes intègres qui n'ont jamais été... ça ne serait-ce que les bases. Les bases dans une démarche citoyenne, citoyenne de construction d'ensemble. Il y a des réalités sociales. En Algérie aujourd'hui, il y a des musulmans en effet. Il y a des chrétiens. Il y a des non-croyants. Donc la culture du vis-à-vis, la culture de l'autre, la culture de l'amour, la culture du respect, la culture du vivre ensemble, la culture de la justice, de la vérité. Voici la transcendance, dans quel sens elle va s'inscrire et comment on pourra rebâtir une nouvelle Algérie. Le système va utiliser tous les moyens pour nous en empêcher. Le système va encore une fois nous diviser. Le système va encore une fois utiliser
des éléments, va utiliser, comment dirais-je, des méthodes sophistiquées pour nous éloigner et pour à chaque fois bipolariser la scène politique entre l'armée, comme les sauveurs de la République, entre l'armée et les islamistes, entre ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des fondamentalismes pas simplement religieux. Il y a des fondamentalismes religieux, mais il y a aussi des fondamentalismes non religieux. Et tous ces fondamentalismes, ils ne peuvent être absorbés que par une culture de vivre ensemble et une citoyenneté. L'humanisme aujourd'hui, c'est l'espace. C'est l'espace qui peut absorber toutes les différences, alors que nous sommes tous des frères. Nous sommes tous appelés à vivre dans un même espace qu'on doit construire, parce qu'il y a danger, il y a péril dans la demeure. Et la jeunesse est la locomotive de l'histoire. Chani fut assassiné jeune. Et la jeunesse est la locomotive de l'histoire. Merci Saïd Dakinin. On vient de m'apprendre que Sadr Selam est encore avec nous. Ça tombe très bien. Sadr Selam, vous êtes avec nous? Oui, je suis encore. Très bien. Alors, le mot de la fin va donc vous revenir. Je vous demanderai de prendre votre temps parce que je vais vous poser des questions très importantes. D'abord, est-ce qu'il y a encore dans ce pays des Abdelkader Hachani, dans toutes les mouvances, pas seulement des islamistes, dans toutes les mouvances politiques du pays? Sinon, comment tirer des leçons de ce qui s'est passé? Et est-ce que ce régime qui a mené le pays à une dévastation à peine imaginable, est-ce que ce régime serait prêt aujourd'hui à se regarder en face dans une glace? Des Abdelkader Hachani, il y en aura de plus en plus, parce que la société qui a produit Abdelkader Hachani, c'est la même, elle est foncièrement islamique. Et là, ce qu'a dit le frère Saïd tout à l'heure, il voulait dire que la société algérienne et musulmane n'a pas subi l'équivalent du processus de déchristianisation en Europe, qui a fait que pour avoir une démocratie, on impose le préalable de la laïcisation à outrance. Or, être musulman démocrate, c'est avoir une démocratie, une vie politique démocratique, sans imposer à la société une laïcisation, des islamisations. Et cette société, plus elle subit des iniquités, plus elle se réislamise en puisant des ressources spirituelles pour résister. C'est ça le phénomène. Et Abdelkader Hachani, l'avenir lui appartient si on veut vraiment une vraie démocratie et renouer avec la période très brève mais très intéressante où l'Algérie était à l'avant-garde de la démocratisation dans tout le monde musulman. Et le carteron des généraux qui avaient peur d'être mis en retraite et qui avaient été chacun limogés à un moment. Il ne faut pas oublier que Nazar a été limogé en 1979 par Chadli. Il est venu implorer Bellossif. Ismaël Amari a été viré par Bechin. Belkhir a été viré par Chadli à la frontière marocaine, Galou Bagadi, dans le langage des tirailleurs. Et Toufiq a failli être radié par Qasim Erbah. Donc c'est des gens aigris qui avaient une revanche à prendre et qui avaient une relation névrotique au pouvoir. Et malheureusement, ils ont intoxiqué l'opinion. Jusqu'à maintenant, l'opinion a besoin de plusieurs dizaines d'émissions comme ça pour la désintoxiquer. Merci. Abdelkader Hachani, son souvenir, son exemple sera infiniment plus utile à l'Algérie que les gens qui sont arrivés 5 fois au sommet du pouvoir et qui se sont spécialisés dans la fraude électorale, et certains qui leur donnent quelques chances pour les futures élections présidentielles. Il faudra rompre définitivement avec la mentalité des éradicateurs qui est antinationale. Merci Sadr Selam, merci Nourdin Naoussat, merci Saïd Dakinin, merci Badreddine Guerfa, merci Farhat Mghlaoui, merci Fouad Lemouchi. Pour ma part, avant de vous quitter, je vais vous demander de rester un peu avec nous. On va vous faire écouter quelque chose. Mais sinon, au sujet de Abdelkader Hachani, Rabbi Rahmou, je ne dirai que ça.
quel homme, quel destin et quelle chance perdue. قال خير بالسلامة, restez avec nous. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد لا